aujourd'hui, exercice corrigé par vidéo de correction de l'exercice 2 du TD1 d'induction. L'exercice 2, donc il s'agit de la machine à courant continu. Alors cet exercice, pour certains d'entre vous, je pense que vous l'avez résolu en coordonnées cartésiennes. Il est tout à fait possible de raisonner en coordonnées cartésiennes dans le cas de cet exercice, mais en vue de la correction de l'exercice 3 qui suit sur le multimètre analogique, je préfère utiliser les coordonnées cylindriques qui donnent un cadre plus général à cet exercice, la correction de cet exercice. Alors donc, déjà on va regarder ce qui se passe. Donc on considère un moteur à courant continu ne comportant qu'une seule spirorotor, conducteur 1 et conducteur 2. Alors en fait, il faut bien imaginer que là, donc on voit juste le rotor, mais si je le fais en perspective, c'est pas évident de bien visualiser ce qui se passe. En fait, on a un cylindre comme ceci. Hop, c'est très mal fait. Un cylindre comme ceci. Donc là, je vais avoir le conducteur qui s'appelle le conducteur 1. Alors, le conducteur 1 et le conducteur 1, hop, comme ceci. Le conducteur 2, comme ceci. Et en fait, donc ça veut dire que le courant, en fait, la spire, je vais la faire en orange, et bien, donc là, le courant s'enfonce comme ceci, disparaît, vous vous rappelez, la flèche qui vient vers vous ou qui s'en va. Voilà, le courant, il se passe la même chose comme ceci. Et on a vu dans le cours, en fait, eh bien, les forces qui s'exercent sur les parties horizontales de la spire rectangulaire, entre guillemets, ne servent à rien. Le moment des forces, pardon, le moment des forces de la place exercée sur le conducteur, si j'appelle le conducteur, donc là on a dit que c'était le 1, celui-ci. Voilà, le 1 là, le 2, celui-ci, on va dire le 3, le 3 et le 4, sur ces deux conducteurs, les moments d'exaction de la place ne servent entre guillemets à rien. Donc voilà la situation. Et en fait, on a placé donc un aimant dont le pôle nord, je vais essayer de le faire en perspective, hop, vous avez quelque chose comme ça, ici, donc là vous avez le pôle nord, et bon, je vais poursuivre évidemment, mais ça va surcharger le dessin, là c'est juste pour comprendre. Hein. Et le pôle sud, comme dans le bêtise, hop, qui insère comme ceci le dispositif. Donc là c'est le stator. Donc là le stator c'est la partie fixe, le rotor c'est la partie mobile. Donc voilà pour ça. Maintenant, si on lit exercice, hop, alors longueur d'un conducteur, donc 20 cm, intensité du conducteur 400 A, champ magnétique créé par le stator, B égale 2 Tesla. Alors déjà, on peut peut-être représenter le champ B. Le champ B, je vais mettre un mot, eh bien c'est un champ qui s'exerce du pôle nord vers le pôle sud de l'aimant, donc le champ B est comme ceci. À l'intérieur de à ce niveau-là. En tout cas, au niveau des conducteurs 1 et 2, c'est ça. Par contre, évidemment, au niveau si on avait mis les conducteurs ici ou ici, on aurait eu un champ B allant du nord au sud, on aurait un champ B comme ça, radial. Donc là, c'est pour ça que dans cette situation bien particulière, les coordonnées cartésiennes peuvent suffire, parce qu'à ce moment-là, pour ceux que je le mets à part coordonnées cartésiennes, ceux qui les ont utilisées et ont très bien pu s'en sortir, coordonnées cartésienne. Vous avez pu choisir les EX par exemple ici, pour le champ B, EY comme ceci, Y, et venant vers nous, le conducteur, le vecteur unitaire EZ. Donc ça peut très bien fonctionner. Maintenant, par contre, on va voir qu'il y a des coordonnées. Alors je vais prendre en vert les coordonnées cylindriques qui seront beaucoup plus adaptées dans le cas d'un exercice général, coordonnées cylindriques. Alors, les coordonnées cylindriques, elles vont être locales.
C'est-à-dire qu'au niveau du conducteur 1, le vecteur unitaire ER, radial, ER1, ER1, difficulté à faire un E, va être comme ceci. Le θ local, associé au conducteur 1, va être comme ça. E, θ1. Pour ce qui est du conducteur... pardon, je me suis trompée. Je n'ai pas fait... C'est le conducteur 2, celui-ci. Hop. C'est pas grave. Je vais écrire des 2. Hop. Donc là, ce sont radiales. Hein, de toute façon, la définition des vecteurs... Voilà. Et donc, le vecteur ER ou θ, la base normale, et bien, vous avez le EZ qui pointe vers vous. EZ comme ceci. EZ. Voilà. Pour ce qui est du conducteur 1, le vecteur radial va vers l'extérieur. De haut vers le point M1. Donc on a ER2, ER1, pardon, ici. Et d'après la définition d'une base orthonormée directe de θ, le θ2, le θ1, pardon, est comme ceci. Et nous avons le vecteur Z qui est confondu, heureusement. Le Z est le même pour le conducteur 1 et le conducteur 2, qui vient vers nous. Donc voilà pour le positionnement des vecteurs. Donc maintenant, alors, dessiner les forces F1 et F2 s'exerçant respectivement sur les conducteurs 1 et 2. Alors on va commencer, on va peut-être exprimer déjà ceci sur la page suivante. Alors on va les exprimer, alors peut-être que certains d'entre vous peuvent le faire directement. Il n'y a pas de souci, on n'est pas obligé d'exprimer évidemment les forces, hein, mais donc la force de quelle force s'exerce? La force de la place évidemment sur le conducteur 1. Alors, par définition, vous avez l'intégrale de IL, IDL, on va l'écrire comme ceci, IDL vectoriel B, le champ B étant uniforme, on va pouvoir écrire tout simplement ici IL1, je vais mettre un B, vectoriel B, et maintenant on va exprimer, alors le conducteur L1, pardon, l'intensité, comment est orienté le conducteur L1, je reviens au schéma, le conducteur L1 est orienté selon, d'après le courant, vers le fond de la feuille, donc est orienté selon moins EZ. Le EZ, je rappelle, pointe vers vous. Donc l'intensité, c'est elle qui oriente le conducteur, par choix d'énoncé, va vers selon moins EZ. Le champ B étant porté par moins ER1. Donc, je reviens. Et j'écris donc moins I L EZ vectoriel moins B ER1, je précise parce que bon, local, c'est une base locale, ce qui nous donne tout simplement I, L, B, E, θ1, base orthonormée directe. Je vais faire la même chose pour la force de la place exercée sur le conducteur 2. Alors d'ailleurs, je peux la représenter peut-être. Tout de suite, la force de la place exercée par le conducteur 1, donc on a on va prendre une couleur un peu comme ceci, on va faire une grosse force. Donc on va avoir une force comme ça exercée sur le conducteur 1. Hop, c'est très mal fait. Comme ça, on voit bien la force exercée par le conducteur 1, sur le conducteur 1, orienté, porté par Eθ. Maintenant, j'exprime la force exercée sur le conducteur 2. 2, de la même façon. Donc on a I, L2, on écrit correctement. Vectoriel, le conducteur 2, vectoriel B. Alors cette fois, j'aurais dû le regarder directement ici. Le conducteur 2 est orienté par l'intensité qui le traverse et qui pointe vers son plus Z. Quant au champ B, il est porté par ER2. Le champ B est toujours orienté du nord au sud. Donc on a plus I, L, E, Z, vectoriel B, E, R, 2. Les deux est pas de signe moins, donc on arrive tout simplement à I, L, B, E, θ, ce que j'ai appelé 2. Donc ça veut dire qu'on va représenter la force, là, de la même façon que précédemment,
porté par le vecteur Eθ2 qui est ici. Donc au conducteur, on va avoir quelque chose comme ça. Et donc on fait avec la même intensité parce que c'est IL2. Donc la même longueur de vecteur. Oh là là là. C'est ça, plus de propre. Voilà. Et donc vous avez la force exercée par la force F2 exercée par 2 sur le deuxième conducteur, la place est passée sur le deuxième conducteur. Et donc en fait on en déduit bien, le sens de rotation, vu le couple qui s'exerce. Là il s'agit d'un couple, les deux forces s'exerçant sur le rotor se compensent. Exactement, le rotor qui est bien cette partie-là subit une force F2, une force F1 exactement opposée en vecteur. Donc la somme résultante des forces est égale à vecteur nul, mais le système subit un couple de forces qui va, donc un moment des forces non nul, couple de forces pour rappeler, un moment des forces non nul, qui va entraîner la rotation du rotor dans ce sens-là. Bon, j'ai répondu en fait à la question 2 sans la lire. Alors, calculer les intensités des forces F1 et F2, bon, c'est pas très compliqué, étant donné que c'est la même de toute façon. Alors, on va calculer ça. Norme de F, voilà, donc on repasse ici. Alors, ah oui, c'est lui qui est là. Ah. 3, donc norme de F1 qui est égale à la norme de F2 et donc qui est égale à I, L, B. Bon, I, L et B étant donnés, on va faire l'application numérique, c'est ça qui va vous demander. Alors on a dit, évidemment, on a dit que c'était 20 cm 400 A de Tesla. 20 cm 400 A de Tesla, ça va pouvoir se faire de tête. 20 cm, donc 1 10 moins 2 pour la longueur. Pour la longueur, 400 A pour l'intensité et 2 Tesla. Donc 2 fois 2. 4, on a 440. 10 moins 2 fois 4, 10 puissance 2. Donc 40 fois 4 fois 4, 160 newtons pour l'intensité. Bon, on peut comparer tout de suite, non, ça n'a pas d'intérêt, on va voir qu'on en demande certainement ça plus tard. Alors, question d'après. Calculer le moment de l'ensemble des forces F1 et F2 par rapport à l'axe du moteur. L'axe du moteur étant ici. Alors, ok, très bien. Maintenant, on est parti pour calculer le moment des forces. Donc, le moment 4. Le moment par rapport au point. Pas par rapport à l'axe, pardon. Donc, ça veut dire par rapport à Z. Dès la région des forces, donc c'est-à-dire le moment par rapport au moment de F1 plus le moment par rapport au de F2. N'oublions pas les vecteurs des parenthèses, scalaire Z. Et là, maintenant, hop là, on va exprimer tout ceci. Alors, par définition, donc ça va être OM1 vectoriel hors du 2. Excusez-moi pour les contretemps et un problème de pilote, de mise à jour de pilote sur la tablette graphique et depuis, eh bien, elle fait n'importe quoi. Je l'ai mise à jour. Bon, voilà, je raconte mes problèmes de matériel. Un moment, je vais la désinstaller, ça devrait être réglé d'ici peu, mais je n'ai pas pris le temps de le faire et donc les pilotes ne fonctionnent pas. Voilà, donc là, c'est pour ça que je n'arrive pas à écrire correctement. Je ne dis pas que d'habitude c'est beaucoup mieux, mais quand même, peut-être. Alors ici, donc on obtient OM1. Alors on reprend sur le schéma. OM1. M1, on a bien ce point-là, donc on a R, ER1 pour la distance. Hop. Donc on exprime ceci, c'est-à-dire R, E,
R1. Vectoriel F1, alors on a obtenu tout à l'heure, c'était ILB Eθ1. ILB Eθ1. Plus, eh bien, donc alors le OM2, je vérifie, on regarde ce que c'est, OM2, OM2, bah c'est bien RE2, ER2, pardon. Voilà. Plus ER2, vectoriel ILB Eθ2, le tout scalaire EZ, qui est commun aux deux bases locales. Et donc on s'aperçoit qu'on a ER1 vectoriel Eθ1, ça nous donne EZ, ER2 vectoriel Eθ2, ça nous donne également EZ, et donc EZ scalaire EZ, 1. Ce qui nous donne donc 2 R, I, L, B, tout simplement, pour le moment des forces s'exerçant sur le rotor. Que nous demande-t-on ensuite? On va exprimer le moment. Calculer. Alors on va faire l'application numérique peut-être. Donc, ce qu'il nous faut maintenant en plus, c'est le rayon. Donc c'est 5 10 moins 2. Et on donne donc, en fait multiplié par 10, ça fait donne 10. Donc 16 Newton mètres. Pour le couple. Maintenant, dernière question. Et là, on voit qu'on va pouvoir faire une petite interprétation. Calculer alors la charge maximale en bout de tige que pourra soulever le moteur. Alors, pardon, ne changez pas l'exercice. On fixe sur l'axe du rotor une tige horizontale de longueur L égale 0,5 m. Alors, la tige est là. Donc, sur l'axe du rotor, ça veut dire qu'en fait, l'axe du moteur est ici et qu'il va tourner. Voilà. Donc là, si je vais commencer à remonter, on a le rotor. C'est très mal fait. Hop. Donc, si je fais un petit rond. Voilà. Donc là, le rotor peut tourner comme ça. On vous demande quelle est la masse maximale en bout de tige que pourra soulever le moteur, maintenir à l'équilibre en fait. Et on pose en bout sur la tige ici une masse de petit m. La longueur de la tige est égale à R. Ah, qu'est-ce qu'il faut vérifier? C'est pas l'équilibre des forces, c'est l'équilibre des moments, ou en tout cas que le moment du moteur soit en norme supérieure au moment du poids. Donc, condition d'équilibre à la limite, ou même il faudrait au moins respecter de soulever la masse. Il faut au moins que la norme du moment par rapport à delta des forces de la place, force de la place, soit supérieure au moment du poids. Alors, au moment du poids. Voilà. Je peux faire le même ici. Et on peut voir d'ailleurs, j'aurais dû remarquer que le moment du poids. Donc on a vu que le moment était porté par Z, le moment du poids c'est OM, on a appelé le point OG. OG vectoriel P, et il y en a bien un moment qui va être porté par Z, heureusement. Donc je vais le déterminer. Moment du poids. Pas de levier tout simplement en fait. Hein. La norme du moment du poids. Notion de bras de levier, c'est plus simple. Par rapport à delta, donc un delta. Ici, ou U delta, je précise, je le dis à l'oral, U delta c'est UZ, EZ. On peut l'utiliser tout le temps. Pardon. Et bien donc ici, bras de levier, c'est la distance à l'axe de rotation. La distance à l'axe de rotation, eh bien c'est grand L. Et parce que le point d'application de la force est ici, et la norme de la force mg. Tout simplement, les deux sont orthogonaux. On ne peut pas faire mieux en fait pour appliquer une force pour déplacer, pour faire tourner le moteur en fait. Entre guillemets, si on utilisait le poids, on ne peut pas faire mieux. On applique au meilleur endroit, à l'extrémité de la tige, avec une force orthogonale. Le bras de levier est maximisé. Donc maintenant, eh bien, on le fait, on obtient directement. Après, vous pouvez le faire avec le produit vectoriel, bien entendu, mais ce n'est pas très élément. Donc L, M, G, directement. Et donc maintenant, l'application numérique, eh bien, la masse, ça va être égale, la masse maximale que l'on peut porter va être égale donc à
2R, ILB sur LG. Et on peut faire tout ça en ordre de grandeur. On a dit que ça faisait 16. La longueur, je ne sais plus déjà. La longueur est de 0,5 mètres. Et G, on va prendre égal à 10. Comme ça, c'est plus simple. 0,5 et 10. Comme ça, ce serait simple. Oui, il y a peut-être un problème de signe. J'ai vu. Il m'a dit déterminer que. Alors, qu'est-ce qu'on a dit 2 vers 2 fois 10. Donc 1,6 kg si on a ça. 1,6. Pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? 16 divisé par. J'ai fait une bêtise là-dedans. On avait dit que c'était ça multiplié par 2 et c'était le R était égal, j'ai oublié, je pense que j'ai fait une erreur de. Le R était de. On avait dit 5 cm. Donc ça fait 2, 10, 10 moins 2. 10, 10 moins 2 par rapport au 160. 10 moins 1, si c'est bien ça. 16. Voilà, donc on a 16 divisé par 10 de l'espacement P. Donc ça fait. Oh bah, c'est n'importe quoi. Bien sûr, c'est pas 20, c'est pour ça que je fais n'importe quoi. Donc ça nous donne tout simplement 3,2 kg. Donc on peut, avec ce genre de moteur, on peut soulever une masse de 3,2 kg au maximum. Donc c'est en dépensant quand même, on peut regarder, hein. Pas très efficace comme moteur. Efficace. Enfin, il faut déjà créer un champ de 2 Tesla qui est énorme. Utiliser 400 ampères, qui est très énergie très très élevée. Donc c'est une énergie énorme, tout ça pour soulever 3,2 kg. Donc voilà pour cet exercice. Alors je vous laisse travailler l'exercice 3 qui suit. C'est un peu le même principe pour le début. Et après, ça vous amène directement à un exercice de régime transitoire. Donc là, ça vous rappellera tout ça. Vous avez besoin d'utiliser le moment des couches de frottement, etc. etc. Donc je vais corriger également par vidéo. Les dernières questions peuvent vous sembler bizarres, mais normalement, vous y arrivez tous jusqu'à la question 6. Normalement, aucun souci. Voilà, bon courage et à plus tard.